Je suis aujourd'hui devant le foyer 104. Bonjour les gars et les filles. Bonjour, monsieur Poirot. Ok, presque parfait. À la fin, on n'a pas compris la dernière syllabe de mon nom de famille, mais c'est bon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'époustouflante civilisation de l'Égypte de l'Antiquité. Donc, première civilisation 5, l'Égypte. Le temps, comme vous voyez, l'ancienne Égypte est une civilisation qui a duré très longtemps. On peut dire que l'Égypte était déjà une civilisation vers 3000-3100 avant Jésus-Christ. D'accord? Et comme fin de cette description, on met l'année 100 avant Jésus-Christ, quand plus ou moins les Romains ont dominé l'Égypte, même si la civilisation égyptienne ancienne a continué jusqu'à la conquête arabe au 7e siècle. D'accord? Donc, on parlera en 30 minutes des 30 siècles. Une minute par siècle. Non. Évidemment, c'est une explication sommaire des plus grandes lignes de cette ancienne Égypte. D'accord? Dans l'ancien programme que notre école avait, que le ministère avait fait, l'Égypte avait beaucoup plus de place. Plusieurs cours sur l'Égypte ancienne. Pourquoi? Parce que l'Égypte a suscité un très grand intérêt depuis le XVIIIe siècle. Non? Vous savez, par exemple, que dans certaines universités, il y a une matière qui s'appelle égyptologie. Il y a des historiens spécialisés sur l'Égypte qui s'appellent les égyptologues. Est-ce qu'il y a une canadalogie, une québécologie? Non. Mais il y a l'égyptologie. D'accord? Vous voyez tellement c'était devenu une matière d'étude. Pourquoi alors qu'ici on va faire seulement un cours? On va faire seulement un cours parce que finalement nous nous sommes rendus compte que notre civilisation a reçu plus d'héritage de la Mésopotamie que non de l'Égypte. L'Égypte est une grande civilisation, mais a transmis moins de choses aux autres sociétés que non la Mésopotamie. D'accord? Donc, on fera seulement un cours sur l'Égypte. D'accord? Donc, premier mot-clé, le Nil. Vous savez que l'Égypte correspond avec le Nil. D'accord? Il y a un ancien historien qui s'appelle Hérodote, un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, le premier qui a beaucoup voyagé, a étudié l'origine des pays, des sociétés de son époque, il a écrit, donc il est considéré le père de l'histoire. C'est celui-là qui a fait le premier travail historique d'aller voir, disons, les origines d'un peuple. Bon, et Hérodote avait voyagé beaucoup, avait visité toutes les sociétés de son époque, et évidemment, celle qui l'a fasciné le plus, c'était l'Égypte. Et quand il commence à parler de l'Égypte, il le définit comme ça, avec cette expression. L'Égypte est un cadeau du Nil. Et cette phrase résume bien ce que nous allons étudier. D'accord? Parce que cette phrase est vraie de deux côtés. Parce que c'est le Nil qui a permis, qui a donné toute cette richesse, qui a permis tout cet éclat d'art, des statues, des tombeaux, des sarcophages que l'Égypte ancienne représente. Mais pour les anciens, le Nil était aussi une divinité. Donc une divinité qui a voulu la grande civilisation de l'Égypte. Nous allons un moment regarder une carte. Oh. Non, je n'ai pas ici. On va la chercher dans mon ordinateur. Voilà la carte de l'Égypte. Si vous regardez les frontières de l'Égypte actuelle, d'aujourd'hui, cette sorte de carré trapèze, il faut savoir que 90%, disons moins, d'accord, du territoire, ce n'est que du désert.
Et dans le désert, vous savez, il n'y a rien qui pousse, aucune végétation. On ne peut pas vivre. On peut le traverser le désert avec difficulté, mais on ne peut pas vivre dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a que du sable, du vent et du soleil. Dans le désert, ici et là, il y a quelques oasis, mais elles sont petites, les oasis. Désert, rien qui pousse. Mais le grand désert, le plus grand désert de la terre, c'est le désert du Sahara, qui va de l'Égypte, ça continue à l'Arabie, ça va jusqu'au Maroc, de l'autre côté. Ok, mais en Égypte, l'Égypte est traversée par le Nil. Ce fleuve riche d'eau, d'accord, qui fait une vallée fertile. Disons plus ou moins 5 km à sa gauche, 5 km à sa droite, tout est vert. Le Nil irrigue, le Nil fertilise la terre, tout est vert et extrêmement productif. D'accord? Au-delà de cette bande, c'est le désert. Il n'y a plus rien. D'accord? Or que l'Égypte, le Nil traverse l'Égypte pour une longueur de 1100 km. L'Égypte commence à Aswan, ici dans le sud, d'accord, Aswan. Et là, il y a une cataracte. Qu'est-ce qu'une cataracte? Une cataracte, c'est comme une sorte de... voilà, Aswan, cataracte. C'est comme une sorte de chute. Et disons que le Nil est navigable jusqu'à Aswan et puis on ne peut pas plus aller plus loin. Et puis il y a d'autres cataractes qui séparent complètement l'Égypte du pays en bas, que c'est la Nubie. Et puis, donc, un territoire bien défini. Et puis, 1000 km de cette vallée verte jusqu'à Memphis, Héliopolis. Et la dernière partie de l'Égypte, du Nil, c'est un delta. C'est-à-dire, comme on voit ici dans l'image, c'est-à-dire que le fleuve se ramifie comme un arbre qui se divise dans plusieurs branches. Non? Cette zone-là, ça s'appelle le delta. Et c'est ici qu'on pratique l'élevage, où il y a des terres pour faire le pâturage. Or que nous avons déjà nommé le Nil, qui s'en souvient, c'était un des premiers foyers de sédentarisation. D'accord? Et nous avons déjà dit que le Nil, c'est un fleuve, dans l'Antiquité aujourd'hui non plus, qui, une fois par année, inonde les champs qui sont à côté. Du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, les champs sont inondés par le Nil. Le Nil sort de son cours. Les inondations du Nil sont assez régulières. Ne sont pas comme celles de la Mésopotamie, qui quelquefois les fleuves sortent et inondent les villes en faisant des dégâts. Ce n'est pas comme les fleuves jaunes en Chine qui changent son cours quelquefois et détruit les récoltes des paysans. Ici, c'est assez régulier. Au mois d'octobre, le fleuve se retire, retourne dans son cours et il laisse une terre mouillée, boueuse, d'accord, humide et fertilisée par le limon. Les feuilles qui, dans l'Afrique centrale, dans la forêt, tombent, vont dans l'eau, se décomposent et les substances des fleuves se déposent dans la terre. Et donc les terres à côté du Nil sont extrêmement fertiles, productives. Dans l'Antiquité, une graine de blé en donnait 100. D'accord? Tu semais une graine de blé et tous les épis qui sortaient de celle-là en donnaient 100 fois plus. Ce qui est énorme. Si on compare par exemple les terres, les fermes au Moyen-Âge en Europe, quelquefois leur production se réduisait à 10 fois plus, 10 fois ce qu'ils sémaient. D'accord? Pourquoi ils avaient toujours un problème d'épuisement du sol, quelquefois 15, quelquefois 20. Donc, c'était une production très limitée. En Égypte, 100 fois plus. Et ils étaient capables de faire 2 récoltes par année. Donc, l'Égypte ancienne, d'un point de vue du blé, surtout, mais de tout type de production végétale, ils étaient riches, richissimes. Plus tard, vers
disons, la fin, plus tard, quand les Romains vont s'établir en Égypte, ils importaient des tonnes et des tonnes de blé, d'accord? Disons que moitié de la nourriture que la Rome impériale recevait venait de l'Égypte, d'accord? Tellement était énorme cette production. Et évidemment, nous l'avons déjà vu, quand il y a un surplus agricole, il y a beaucoup d'artisans et on peut faire aussi beaucoup d'œuvres artistiques, d'accord? Donc, les Égyptiens ont aussi fait un système d'irrigation pour avoir plus de terre à cultiver. Et ce qui est typique comme outil pour arroser les plantes, pour irriguer, c'est le chadouf. D'accord, un outil particulier des Égyptiens. Je ne vous le décris pas, je vous laisse chercher quelques images. Un autre avantage du Nil, dernier contenu de ce premier mot-clé, c'est qu'il est aussi une voie de communication, facile à naviguer. Beaucoup de bateaux qui vont vers le nord, très rapidement, ils suivent le courant, mais aussi vers le sud. Ils utilisent un système de voiles qui les amène vers le sud. Et ceci a permis le fait que, malgré les distances de 1100 km entre le nord et le sud, que le Nil soit un État uni, un État assez centralisé sous la domination du pharaon. Pourquoi les communications sont faciles. Et même le transport des denrées alimentaires, le transport de ces gros pierres par lesquelles ils vont construire leur gigantesque monument dont on parlera tantôt. C'était les premiers mots-clés. Question. Cyrine. Wissal. Vous avez dit un truc de l'Égypte, c'est 100 fois plus chaque graine de blé que blanc. Tu as compris? Quand on sème, on met une graine de blé, non? Or, là en Égypte, il n'y avait même pas besoin de passer la charrue. La terre était déjà boueuse, déjà apte. Et chaque graine de blé en produisait 100, moyennement. D'accord? Ce qui est énorme. Et Michael. Mois de juin au mois d'octobre, qu'est-ce que vous avez dit? Le Nil inondait les champs. Moxie. C'était pas en octobre, le Nil s'arrêtait. Oui. Baron. En fait, vous avez dit le Nil est une voie de communication et ensuite vous avez dit Que ceci avait fait que ça soit un pays uni. Quand on parle de l'Égypte, on ne peut pas laisser faire que le pharaon. D'accord? Le pharaon était le grand chef de toute l'Égypte. Or, nous avons déjà dit que dans toutes les sociétés de l'Antiquité, il y avait toujours un lien entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Non? Quand on a parlé d'Hammurabi, par exemple, on a dit que c'est au nom du dieu du soleil qu'il a fait le code de loi. D'accord? Pour Hammurabi, il dit, je fais ce code de loi parce que c'est la volonté du dieu du soleil. Donc le roi, c'est un représentant de Dieu. En Égypte, c'est un peu différent. Le pharaon est un dieu, est considéré une divinité parmi les autres. D'accord? Donc, un pouvoir absolu, immense. Donc, en Égypte, le roi est considéré comme la personnification du dieu Horus, du dieu Faucon, ou bien du dieu Ré. D'accord? La divinité du soleil. Ici, on parle d'une longue période, évidemment, selon les époques différentes qu'ils ont vécues. Or, le pouvoir du pharaon est absolu sur toutes les terres. Le pharaon possède toutes les terres. Tout ça lui appartient. Donc, voilà une autre différence avec la Mésopotamie. La Mésopotamie, à qui appartiennent les terres? Ok, oui, Sal. Oui, Esugine. Aux fermiers. Ceux que les fermes possèdent leur propre terre. Non? Il y a, vous vous souvenez, il y a un cadastre, un registre où on écrit bien
tous les propriétaires. Rien de ceci en Égypte. Tout appartient au pharaon. Tout appartient, si vous voulez, on pourrait dire, à l'État. Et c'est le pharaon, avec ses fonctionnaires, qui décide de tout. Qui va cultiver, quelle terre ils vont cultiver. D'accord? Et tout ce qui est produit est administré encore que par le pouvoir du pharaon. Le pouvoir du pharaon qui prend tout et qui redistribue selon ses règles séquitaires. Donc, et encore, on va voir que l'importance du pharaon est témoignée aussi par ces monuments que tous les touristes vont visiter quand ils vont en Égypte. Dites-le. Les pyramides. D'accord? En particulier, en Égypte, il y a plusieurs pyramides, mais les plus importantes se trouvent dans un endroit qui s'appelle Gizeh. Les pyramides de Gizeh. On va les trouver un instant dans la carte. Les pyramides de Gizeh sont là. Dans l'ancienneté, c'était à côté de la ville qui s'appelait Memphis. Aujourd'hui, les pyramides de Gizeh sont pratiquement dans la banlieue de la capitale, qui c'est le Caire. D'accord? Autrefois, ils étaient vraiment au milieu du désert. Aujourd'hui, la ville est arrivée jusqu'à là. D'un côté, il y a la ville, de l'autre côté, il y a le désert. En particulier, ce sont trois, les pyramides de Gizeh, qui ce sont des chambres funéraires des pharaons, des trois pharaons différents. Et leur dimension, le travail énorme qu'ils ont fait pour les construire, nous montre quelle était la grande considération pour le pharaon. Les trois pyramides de Gizeh, je ne vous dis pas comment elles s'appellent, je vous laisse ce petit exercice de trouver cette information et de l'écrire dans votre cahier. Entre autres, vous pourriez chercher aussi dans le manuel, c'est écrit. D'accord? Plus tard, pas maintenant. Or, les pyramides sont aussi l'emblème de l'art de l'ancienne Égypte. Dans l'ancienne Égypte, tout art tourne à côté d'une réalité humaine inévitable. Laquelle? La mort. D'accord? La religion des Égyptiens, la peinture des Égyptiens, là, est pratiquement toute de l'art religieuse qui célèbre cet aspect qui est la mort. Évidemment, les Égyptiens croient dans la mort, dans la vie, dans l'au-delà. Il y a le tribunal d'Osiris qui pèse les âmes, qui est une des représentations les plus fréquentes, l'âme qui est jugée au-delà de cette vie. Il y a plusieurs divinités, il y a tout un ensemble de mythologies. Certaines divinités sont tellement populaires qu'ils vont avoir des cultes même ailleurs qu'en Égypte. Osiris, par exemple, il y avait des temples d'Osiris aussi à Rome. Donc tout tourne autour de la mort. Et voilà, donc les pyramides, ce sont des chambres funéraires, puis on trouve beaucoup de tombeaux, puis on trouve des sarcophages, on trouve des momies. Ils ont développé cette technique pour garder le corps, parce que dans l'ancienne religion égyptienne, tant que le corps existe, l'âme reste vivante, et donc la momification. D'accord? Encore que sur les pharaons, dernière chose à dire, qu'au-dessous du pharaon, il y avait 10 rois. L'Égypte était divisée en 10 provinces, à la tête de laquelle il y avait un roi. Mais dans la plupart du temps, ces rois étaient, disons, très soumis au pharaon, qui était quand même l'autorité suprême. Question. Léo, déjà répondu? Ok, je recherche là. Anthony. Non, il y avait eu plusieurs pharaons. Plusieurs pharaons. Sont 3 pyramides pour 3 pharaons. Il y a eu beaucoup plus d'autres pharaons. D'accord? Il y a eu plusieurs dynasties. En effet, en Égypte, on compte les temps, les époques en parlant des dynasties qui se sont succédées. Oui, Charles. Ça veut dire que donc, les religions, la peinture et tout ça, ça célèbre la mort. Et ils croient que quand la personne est morte, qu'elle va dans une autre vie. Oui, il y a comme une sorte de paradis, on pourrait dire, utilisant les termes occidentaux. Oui.
Léo. C'est juste que vous avez dit que la religion est autour de la mort, mais il y a aussi d'autres religions qui sont autour de. Comme par exemple Osiris, c'était le dieu du ciel. Horus, c'était le dieu du ciel. Et ça représente Foucault, mais ça ne représente pas la mort. Oui, il y a d'autres aspects, mais l'aspect central est l'aspect de la mort, c'est sûr. Moxie. Comment elle s'appelle la religion? Comment elle s'appelle? S'appelle quoi? La religion. La religion de l'Égypte ancienne, tout simplement. Et Sarah Castillo. C'est une divinité. Ce sont des divinités. Et Samy. Il mettait quoi? Les pharaons, il mettait pas dans des momies, il mettait dans les genres de sarcophages. Oui, des sarcophages aussi. On va parler du commerce. L'Égypte, donc, avait beaucoup d'artisans et beaucoup d'artistes. Donc, toutes les sociétés qui ont côtoyé l'Égypte considéraient tout produit qui est en provenance de la vallée du Nil comme un produit de luxe. D'accord? Ils avaient une réputation vraiment de qualité. Ah, ça vient de l'Égypte. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vendaient donc, surtout? Bon, à part le blé qu'ils ont toujours commercialisé, ils vendaient des bijoux, des statues, des parfums, des résines. D'accord? Les résines, c'est comme l'encens. D'accord? Des graines qu'on jette sur le feu et qui produisent une fumée parfumée. D'accord? Donc, tous des objets de luxe, souvent utilisés aussi pour le culte dans d'autres civilisations, faisaient du commerce avec tout le Moyen-Orient. En nommant les pays avec le nom d'aujourd'hui, ça serait la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, l'Irak aujourd'hui, la Turquie du Sud, d'accord? Donc, toutes les sociétés qui les côtoyaient faisaient du commerce avec l'Égypte. Un autre objet que les Égyptiens vendaient aux anciennes sociétés, c'était le papyrus. C'est un grand avancement. Imaginez, les Sumériens et les anciens Babyloniens écrivaient sur des tablettes d'argile. Imaginez que votre cahier d'histoire, que vous prenez des notes, c'était sur des tablettes d'argile. Ça prendrait une petite fourgonnette pour avoir les mêmes informations que vous avez sur votre cahier. Donc, ce n'est pas pratique. Alors, les Égyptiens ont utilisé pour leur écriture, et les autres l'ont utilisé aussi, le papyrus. Une plante où on coupe le tronc et on fait des feuilles sur lesquelles on écrit avec de l'encre. Et puis on faisait des rouleaux. Les papyrus seront utilisés jusque dans le haut Moyen-Âge. Puis plus tard, on changera. Là, le papier viendra beaucoup plus tard. Une invention qui ne serait pas en Europe seulement au Moyen-Âge. Mais si vous y pensez bien, le terme français papier vient des papyrus. Ce n'est pas la même chose, mais disons, c'était la même utilisation. Bon, prochain mot-clé. L'écriture. Les Égyptiens ont développé leur propre code d'écriture, leur propre écriture, qui porte un nom particulier. Comment s'appelle l'écriture des Égyptiens? Je vous laisse dire ensemble, tellement c'est facile. Les hiéroglyphes. D'accord? Les hiéroglyphes. Donc, il faut savoir que le mot hiéroglyphe n'est pas un mot qui vient de l'égyptien, mais c'est un mot grec. Glyphes, ce sont les signes. Hiéro, ça veut dire sacré. Les signes sacrés. On a commencé à appeler l'ancienne écriture égyptienne au 4e siècle avant Jésus-Christ. Quand les Grecs ont fait la conquête de l'Égypte avec Alexandre le Grand. Ils l'ont conquis, mais ils l'ont aussi beaucoup admiré et observé. Ils sont allés là avec des savants pour étudier l'Égypte. L'Égypte était vraiment le charme de l'Antiquité, non? Donc, et quand ces Grecs ont visité
les anciens temples et les anciens tombeaux, ils ont vu qu'ils étaient souvent décorés par un ensemble de dessins qui se répétaient. Et ils ont compris que ces dessins-là étaient en fait un alphabet, c'était en fait une écriture. Mais le problème, déjà à cette époque-là, c'était que pratiquement il n'y avait plus personne qui était capable de lire ces signes-là. Ils ont compris que c'était des signes sacrés, donc hiéroglyphes, signes sacrés, mais depuis déjà l'Antiquité, dernier siècle de la civilisation égyptienne, les hiéroglyphes avaient été abandonnés. C'était devenu une écriture indéchiffrée. On savait que c'était une écriture, mais on n'était pas capable de la lire. D'accord? Pourquoi? Parce que les Égyptiens, au fil du temps, dans les derniers millénaires, avaient développé un nouveau système beaucoup plus pratique, beaucoup plus populaire, et toujours les Grecs qu'on a appelé les démotiques. Démotique comme démocratie, qui veut dire peuple, démotique, écriture populaire, beaucoup plus répandue, beaucoup plus facile que les hiéroglyphes, mais pas aussi belle, pas aussi intégrante. Les hiéroglyphes sont arrivés peu de temps, quelques siècles après l'écriture des Sumériens, l'écriture cunéiforme, d'accord, complètement autonome, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Mais d'une façon analogue, d'une façon similaire à celle des Sumériens, les hiéroglyphes aussi viennent de la comptabilité. Beaucoup de commerce, comptabilité, la comptabilité évolue en écriture. D'accord? Les Égyptiens avaient développé aussi leur système numérique. D'accord? Mais là, il faut parler, il faut sortir de notre ligne du temps, il faut sortir de l'Égypte ancien et aller à l'année 1822. Parce qu'à l'année 1822, donc une époque relativement récente, il y a un philologue, un expert des langues français, un jeune homme qu'il avait à l'époque, qui était dans la vingtaine, qui s'appelle Champollion, qui décode les hiéroglyphes. À partir du 19e siècle, on est capable de lire les hiéroglyphes. Comment il a fait pour décoder ceci? Parce que l'Égypte, pendant une certaine période, avait été occupée par l'armée française. Napoléon, qui voulait imiter Alexandre le Grand, etc., les grands généraux de l'Antiquité, va faire la conquête de l'Égypte. Et comme les anciens Grecs, lui aussi va avec beaucoup de savants, va avec des hommes, des enseignants, des hommes de culture, des égyptologues qui vont étudier l'Égypte. Et c'est un soldat de Napoléon qui, dans l'année 1799, il trouve la pierre de Rosette. Ou Rosetta, selon d'autres manuels. Rosette ou Rosetta. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une stèle, comme les stèles dont nous avons parlé dans les codes d'Hammurabi. Une grande pierre de la taille d'une personne, plus ou moins, avec une surface lisse sur laquelle on a sculpté du texte. Or, la pierre de Rosette avait un texte en 3 langues, plutôt qu'en 3 langues, en 3 écritures différentes. C'était écrit en hiéroglyphe, donc c'est un scribe qui connaissait encore le hiéroglyphe qu'il a fait. C'est écrit avec en démotique et c'est écrit en grec. C'est un texte qui exaltait un certain roi Ptolémée, etc. Le texte n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'était, comme aujourd'hui au Canada, on a des pancartes qui sont en français, en anglais et quelquefois dans d'autres langues, l'Antiquité faisait pareil, des textes écrits de façon différente. Or, cette stèle de Rosette a été amenée à Paris et c'est là que Champollion, en comparant le grec, qu'il connaissait très bien, le démotique, qu'il avait appris aussi, et les hiéroglyphes, est arrivé à décoder les hiéroglyphes. Donc, l'ancienne Égypte, d'accord, cette Égypte pleine de tombeaux, à un moment donné, est sortie de la préhistoire, parce que maintenant, nous avons des documents écrits de l'ancienne Égypte. Oui, je vais prendre quelques questions. Iveta. Est-ce que pour décoder,
Oui. Alex, tu as une question? Et Samy? Il a été apporté où? À Paris, à Paris. Encore aujourd'hui, il se trouve à Paris. Si vous allez feuilleter votre manuel, vous allez voir la photo. Oui, Sal. C'est écrit en hiéroglyphe, en grec, et quoi? Et démotique, cette nouvelle écriture égyptienne plus récente. Anthony. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que démotique, il y a aussi une définition comme signe sacré? Non, non. Démotique, c'est écriture populaire, ça signifie. Leandro. Hein? Glyphe, ça signifie signe, oui. Michael. En comparant le même texte en grec, en démotique et en hiéroglyphe. Dernier mot-clé, société hiérarchisée. Donc, il y avait une très forte hiérarchie en Égypte. Il faut toujours nuancer parce qu'ici, on parle des 3 millénaires. Mais, disons, comme idée générale, c'était qu'en Égypte, il y avait comme 2 grandes catégories de personnes. Les puissants, ceux qui avaient tous les pouvoirs, ceux qui comptaient, ceux qui administraient, ceux qui géraient, ceux qui contrôlaient la richesse, les puissants. Et de l'autre côté, les nobles, les humbles, excusez-moi, les puissants et les humbles. Alors qu'on imagine que l'Égypte a une hiérarchie sociale comme une pyramide. Ok? Par-dessus tout, en haut même, par-dessus même de la pyramide, il y a le pharaon, Dieu. Le pharaon choisit un ministre qui administre, un premier ministre, qu'on appelle le vizir. Et le vizir administre avec ses collaborateurs tous les pouvoirs, etc. pour le pharaon. Puis en haut de la pyramide, il y a aussi les fonctionnaires, les prêtres, les scribes, qui comptent beaucoup, d'accord, qui font aussi la comptabilité, qui administrent tout, qui décident de tout. Mais ceux-ci sont toujours avec une très grande approximation, 1%, 2% de la population. En bas de ceci, il y a les humbles. Il y a des humbles un peu moins humbles que les autres, qui sont les artisans et les marchands. Et puis, la plus grande partie de la population, 85%, 88%, presque 90% de la population, ce sont les paysans. Les paysans qui travaillent, qui peuvent demander justice, qui sont soumis aux puissants. D'accord? Qui administrent tout. Puis il y a une autre catégorie de personnes qui sont comme le sous-sol de la pyramide. Qui sont-ils, Moxie? Les esclaves. En Égypte, il y a des esclaves. D'accord? Dans un des prochains cours, je vous ferai un conte où on parlera de l'Égypte et des esclaves, de quelqu'un qui est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Or, que les esclaves ne sont pas beaucoup en Égypte. Ils sont 10%. Pour nous, c'est énorme, mais pour les autres, ce n'était pas beaucoup. On verra que dans d'autres civilisations, Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, la moitié de la population était des esclaves. D'accord? La moitié des hommes, des femmes appartenaient à d'autres hommes et d'autres femmes. Ici, ils sont 10%. Les prisonniers de guerre, mais ils ne faisaient pas beaucoup de guerre, donc ils avaient peu de prisonniers de guerre, et surtout, ils sont des esclaves qu'ils ont achetés par d'autres commerçants, des marchands qui les ont amenés en Égypte. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non, j'arrête ici.